Alors, je vais vous présenter d'abord rapidement les 4 déposants qui ont accepté de venir parler de leur expérience. Il n'y a bien sûr pas de profil type du déposant, pas plus que du texte déposé à l'APA. Et moi-même, je suis toujours étonnée par les surprises que réservent les archives de l'APA, par les histoires liées au dépôt, par la personnalité des déposants ou des auteurs, et par l'extraordinaire diversité des textes à tout point de vue. Donc, chacun des 4 intervenants ici présents représente non seulement des textes différents, mais entretiennent aussi des relations, ont eu des histoires différentes avec l'APA et entretiennent des relations différentes avec l'APA. Alors, je vais commencer par vous présenter Raphaël Bondu, qui est le plus jeune, non seulement par l'âge, mais aussi parce que c'est la première fois qu'il nous fait l'honneur, le plaisir d'assister à une rencontre de l'APA, bien qu'il ait déposé depuis 2011, donc depuis 10 ans, qu'il ait déposé son journal à l'APA. Il fait partie de l'un de ces quelques diaristes qui déposent leur journal à l'APA régulièrement, au fur et à mesure qu'ils l'écrivent, presque en temps réel. Inutile de vous dire, beaucoup d'entre vous le savent bien sûr, à quel point il est passionnant de lire et de revivre notre présent ou notre passé immédiat tel qu'il a été vécu par d'autres que nous. Moi je trouve toujours que c'est vraiment la plus stimulante et la plus salubre opération de décentrage que l'on puisse faire, et je remercie vraiment Raphaël Bondu d'avoir accepté de partager avec vous son expérience très particulière de diariste déposant. Annie Rambion, à ma gauche, elle a déposé depuis de nombreuses années, depuis 2002, presque 20 ans. Alors, elle a d'abord déposé des textes de son père, en particulier un impressionnant journal de guerre, personnellement qui m'avait beaucoup marqué quand j'ai eu le plaisir de le lire. Elle a déposé aussi plusieurs textes provenant d'archives familiales, et puis, bon, elle complétera, le journal et les souvenirs de sa mère, et puis, plus récemment, elle a déposé des textes qu'elle a elle-même écrits et qui m'apparaissent comme de plus en plus personnels. Elle vous en dira plus elle-même. Françoise Bonneau-Jorgens, à ma droite. Alors, elle est tombée, ce sont ses termes, c'est pour ça que je me permets de les reprendre, elle est tombée dans la marmite de l'APA en 1995 et depuis elle n'est jamais sortie. L'APA devient de plus en plus, elle a fait de nombreux dépôts de ses journaux, de textes, de souvenirs, de textes, et en plus elle va chercher, elle va dénicher des textes à déposer à l'APA, donc voilà, elle est sur tous les fronts du dépôt. Et l'APA devient de plus en plus le sujet des textes qu'elle écrit et dépose. Le titre de son dernier ouvrage, c'est Cher APA, donc ça dit tout. Et elle témoignera de sa longue histoire amoureuse avec l'APA, qui dit liaison amoureuse, dit aussi turbulence, mais bon, elle vous en parlera elle-même. Et enfin, Michel Vanet, à ma gauche, qui nous fait le plaisir de venir d'Ambérieu pour participer à cette table ronde. Alors là, ce sont un peu les deux bouts de la chaîne entre Raphaël et Michel. Parce que Michel, c'est difficile de présenter ses multiples casquettes. Enfin bon, casquettes ne convient pas, c'est plutôt les plusieurs vies de ces vies qui sont liées à l'APA. Il était là au fameux, alors je ne sais pas si c'est l'appel du 18 novembre 1991, c'est-à-dire il y a presque 30 ans, c'était la réunion de fondation de l'APA. Donc Michel était présent, il a été président de l'APA, le seul président barrois, à ma connaissance. Oui. Peut-être Chantal. Elle était juste, voilà. Tandis que toi, tu es vraiment un natif d'Ambérieu. Et c'est lui, donc, il a été président, il a accueilli les premiers déposants et d'autres par la suite. Il a lui aussi déposé d'abord l'autobiographie de son père,
avant de déposer des textes personnels, un journal de voyage, des souvenirs, des lettres. Il peut témoigner sur tous les bords, hein, sur tous les côtés du don, puisqu'il a été déposant, il a rédigé des échos, il a reçu et il accompagne l'APA depuis 30 ans. Alors, je vais poser quelques questions à ces 4 intervenants, déposants, donateurs. Bon, l'expression de donateur. Alors, moi, je vais vous faire une confidence. Là, je me réjouis beaucoup de cette rencontre. Ce qui me gêne simplement, c'est son titre. Hein, parce que l'APA et ses déposants, franchement, je trouve que ça fait réunion de copropriétaires ou de clients de banque. Je veux dire, voilà, je préférerais qu'il y ait un autre, parce que déposant, donateur, oui, parce que dans le don, il y a toujours des chances. Sociétaire, enfin, vous savez qu'il y a toute une réflexion en ce moment, à l'APA, sur le nouveau vocabulaire. Qui conviendrait à la fois au niveau juridique et pour vraiment aussi marquer la spécificité de l'APA. Alors ma première question va porter sur la première rencontre. La première rencontre, on le sait, hein, c'est toujours important. Alors Elisabeth l'a signalé, on a pu le lire dans les réponses au questionnaire. On rencontre l'APA par des lectures, par des amis, par hasard. Parce qu'un jour, on a eu la bonne idée d'allumer la radio et on a entendu Philippe Lejeune parler de cette drôle d'association là. Cette bibliothèque des livres oubliés, comme l'écrit joliment une déposante qui, je crois, est présente ici. Parce que, vous le savez tous, on ne peut pas confier à n'importe qui les lettres de ses grands-parents ou son journal d'adolescence. Les déposants ne se contentent pas toujours d'un appel téléphonique ou d'un courrier. Ils se déplacent en Berrieux ou à une permanence de l'APA. Alors voilà, c'est pour ça que je voudrais demander à chacun d'entre vous comment s'est passée cette première rencontre et aussi les questions que vous vous êtes posées avant de prendre cette décision importante de confier vos textes à l'APA. En outre, c'est une décision qui, on le sait, Elisabeth l'a rappelé, qui souvent implique d'autres personnes. Il est rare que l'on ne parle que de soi dans un texte autobiographique. Et quand il s'agit d'archives, bien sûr, familiales, il est rare que l'on en soit le seul ayant droit. Alors, je vais d'abord demander à Raphaël de nous parler de sa rencontre avec l'APA. Pourriez-vous nous en parler et aussi nous expliquer qu'est-ce qui vous a incité à partager votre journal et à l'envoyer régulièrement, là, de 2011 à 2020. Le dernier volume concerne l'année 2020 à l'APA. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Oui. Eh bien, j'ai fait connaissance de l'APA par mon père, qui était directeur des archives de Saint-Gobain, et qui avait rencontré M. Philippe Lejeune, et qui m'en a parlé parce qu'il savait que je rédigeais un journal, et il a pensé que ça pouvait m'intéresser. Et tout de suite, ça m'a intéressé. Je me suis dit, ça va pouvoir donner une deuxième vie, ça va donner une vraie vie à ce texte. Parce que sinon, ce texte, il restera sur mon ordinateur et il n'y aura personne qui le lira, parce que dans 40 ans, quand j'aurai 80 ans et qu'il sera le temps de passer le flambeau, il n'y aura plus personne pour regarder dans mon ordinateur et pour pouvoir tomber sur ce texte. Alors que là, il y a une personne qui le lira, la personne du comité de lecture. Donc ça fait déjà un lecteur, et puis sinon, voilà, c'est comme ça que j'ai connu l'association, et la décision de déposer est venue très vite, parce que ce que j'ai coutume de dire, c'est que ce texte, c'est la trace que je laisserai de mon passage sur Terre. J'aurais pas fait acteur, j'aurais pas construit un pont, j'aurais pas, gagné la Coupe du Monde de football. J'aurais déposé un texte à l'APA, et donc c'est à partir de là, voilà. Merci Raphaël. Annie, peut-être, peux-tu nous raconter ce qui t'a conduit dans un premier temps à déposer les textes si extraordinaires de ton père ? Alors,
je ne sais pas si je peux parler seulement du premier temps, parce que tout s'est enchaîné. Enfin bon, le premier contact, c'est en 2002. J'ai envoyé à l'APA l'autobiographie que mon père avait écrite à la fin de sa vie. Il espérait beaucoup la faire publier. Il avait publié quelques livres avant, mais l'éditrice sur laquelle il comptait a refusé le manuscrit, bon, ce qui l'a beaucoup fâché. Et l'éditrice disait, mais vous savez, enfin me disait à moi, vous savez, il existe une association qui garde les textes autobiographiques. Bien sûr, ils ne les publient pas, mais ils les lisent et ils les conservent. Alors je me suis dit, pourquoi pas. J'ai envoyé à l'APA, et puis je dois dire que l'écho de lecture, qui avait été écrit par Jacqueline Brisson, m'a vraiment beaucoup plu. Bon, je reviendrai tout à l'heure, hein. A plu à ma mère aussi. Et donc je suis restée en contact avec l'APA à ce moment-là. Alors le deuxième texte, pour ça je préfère en parler tout de suite, hein. Le deuxième texte, je l'ai envoyé pas mal de temps plus tard, en 2011. Donc c'était le fameux journal de captivité, parce que entre-temps, j'avais découvert dans une malle, alors c'est la vraie malle au trésor, elle a même eu, c'est une malle en osier, que j'ai retrouvée donc dans la maison de famille de mon père, et elle a eu sa photo dans un numéro de La Phare d'ailleurs, cette malle. Bon. Et j'ai trouvé plusieurs choses successivement, et donc quand j'ai trouvé ces choses, en particulier le journal de captivité, j'ai pensé d'abord tout de suite à l'intérêt historique. Donc j'ai pris contact avec l'Institut d'histoire du temps présent, qui s'intéresse effectivement aux écrits de cette période, et j'ai pris contact. La documentaliste de l'époque a été très intéressée. J'ai fait un dépôt d'un certain nombre de manuscrits. Mais alors, je dois dire que c'est une deuxième motivation, c'est que pour déposer à l'APA, c'est que quand on dépose à l'APA, ce n'est pas la même chose que quand on dépose ailleurs. Ce qui se passe après le dépôt, auprès d'organismes qui sont des organismes officiels, l'IHTP était rattaché au CNRS, au fond, on a l'impression qu'après le dépôt, le déposant n'existe plus. On n'a plus de contact. Moi, encore récemment, j'ai essayé de prendre contact pour dire, mais après tout, ces textes, vous les avez archivés, qu'est-ce que... Bon, aucune nouvelle. Or, le déposant, vous le savez tous, c'est quand même un être sensible qui tient aux choses qu'il dépose. Voilà. Et donc, à l'APA, bon, on pourra toujours discuter, on peut toujours trouver que l'APA n'en fait pas assez, ne s'intéresse pas assez à nos textes, mais quand même, on est considéré, on est parfois chouchouté. Donc voilà pourquoi j'ai continué. Alors, donc, tout ce que j'ai pu trouver à caractère autobiographique de mon père, d'abord, je l'ai envoyé. Et j'ai envoyé, bon, motivation, c'est parce que je pensais que c'était intéressant, hein, comme on l'a dit, comme beaucoup l'ont dit dans l'enquête. Hein, voilà, c'était non seulement c'était un témoignage sur la vie des prisonniers en captivité, où mon père aussi faisait des écrits sur son enfance dans les galeries languedociennes, par son itinéraire, par son milieu d'origine, ce qu'il a fait ensuite, les événements historiques. Eh bien, il a pu témoigner de choses quand même assez intéressantes. Et en plus, je dois dire que ces carnets, tous ces écrits qu'il avait écrits en captivité, il les avait écrits alors qu'il était prisonnier, donc un simple soldat, donc qui travaillait, qui était soumis au travail forcé, comme ses camarades, qui a pris le temps d'écrire tout ça, et qui en plus, son grand souci, c'était de ramener ça. De ramener, au moins qu'il n'ait pas perdu son temps. Il disait, mais au moins, je n'aurais pas perdu mes années si je peux ramener mes carnets. Alors bon, moi, du coup, je me devais quand même de les transmettre aussi, hein, ces carnets. Alors donc, c'est comme ça que par la suite, j'ai déposé aussi d'autres, je passe rapidement, mais j'ai été encouragée à déposer un certain nombre de choses.
Comme le disait Claudine, du coup, ça m'a incité à moi aussi écrire des choses, alors que je ne suis pas du tout autobiographe, enfin, je n'ai pas tenu de journal, etc. Mais d'abord, la réflexion sur les textes de mon père m'a amené à écrire des choses. Et puis, bon, des souvenirs me sont remontés, j'ai eu envie d'en faire partie. Il y a eu ensuite les numéros thématiques de la revue de l'APA m'ont donné aussi des impulsions. Bon, il y a eu mai 68, alors en général, je suis après coup, moi, hein, je réagis. Donc après, je dis, tiens, moi aussi, je vais raconter mon mai 68. Et puis, alors tout récemment, il y avait ce numéro sur le voyage. J'ai repensé à un journal de voyage que j'avais écrit il y a 20 ans. Donc j'ai pris le temps de le taper, d'en faire une brochure et de la transmettre. Donc voilà. Et puis, alors, au fond de la malle à souvenirs, j'ai trouvé aussi, quelques années, des textes que j'ignorais totalement et qui étaient le journal qu'avait tenu, enfin des cahiers qu'avait écrit ma mère pendant que son mari était prisonnier, qu'elle était jeune professeure débutant. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle avait écrit, elle ne nous avait jamais parlé de ça, hein. On savait qu'il y avait des lettres qu'elle avait soigneusement emballées. J'ai dit non, je ne les lirai pas. Et donc, elle avait mis tout ça soigneusement dans une enveloppe. Et bon, visiblement, les cahiers étaient numérotés, il en manquait certains, donc elle avait fait le tri. Et puis, elle avait écrit dessus « Fragments méritant peut-être d'être conservés de mon journal des années de guerre ». Alors j'ai bien aimé cette formule, méritant peut-être d'être conservée, parce que ça lui ressemblait beaucoup. Et puis, bon, moi j'ai lu et je dois dire que j'ai pensé que ça méritait vraiment d'être conservé. Voilà. Et alors je me souviens, sur tous ces cahiers, j'ai posé la question, parce que transcrire tout ça, c'est quand même un peu long, et puis tout ne mérite pas forcément. Donc j'avais posé la question à Philippe Lejeune. Bon, alors dans tous ces cahiers que j'ai trouvés, bon, ça y est, j'en ai reproduit 2, mais le reste, qu'est-ce qui mérite d'être conservé? Alors évidemment, vous demandez la réponse, il m'a dit, mais tout, bien sûr, tout nous intéresse. Voilà. Donc, moi, tant qu'il me reste des choses, de la matière autobiographique, et puis tant que j'ai de l'énergie pour le faire, ben, je continue. Enfin bon, il y en a, mais quand même, l'essentiel est fait. Merci Annie. Alors maintenant Françoise, alors raconte-nous comment tu as connu l'APA. Oui, je ne vais peut-être pas raconter tous les dépôts que j'ai faits parce que ça durait trop longtemps. Je me contente de raconter comment j'ai connu l'APA. D'abord, je dois dire que j'habite en Allemagne, à Düsseldorf, et j'ai écrit mes souvenirs d'enfance en 1986-87, quelques années après la mort de mes parents. Et tout ce qui était autobiographique me passionnait. Et à Düsseldorf, j'ai la chance d'habiter tout près de l'université qui a une bibliothèque formidable pour les livres en français. Et il y avait un très beau rayon sur l'autobiographie. J'ai lu beaucoup de livres, en particulier ceux de Philippe Lejeune. Et dès décembre 1993, c'est-à-dire l'année même de sa parution, j'ai lu un livre qui m'a enchantée, qui est Le Mois des Demoiselles, dans lequel Philippe raconte comment il se met à la recherche de journaux de jeunes filles du 19e siècle. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ce livre est précédé de son journal d'enquête. Et dans son journal d'enquête, il raconte comment il a créé avec Chantal Chaveria-Dumoulin l'APA. Donc presque tout de suite, je connaissais l'existence de l'APA. Et puis, je passe mes vacances, j'ai beaucoup de contacts avec la France, naturellement, je passe mes vacances en Bourgogne, j'ai des amis français, et une de ces amies, assistante sociale, m'a dit,
en été 95. Or, elle est assistante sociale, elle a reçu, ou elle recevait, une revue qui s'appelle Groupe Familial. Et elle m'a dit, il y a un article qui va t'intéresser là-dedans, et je te prête cette revue. C'était l'article de Philippe Lejeune qui présentait l'APA. Et ça, je me suis dit, cette association, elle a l'air vraiment formidable. Et je dois voir si je vais lui donner mes souvenirs d'enfance. Je n'ai pas hésité très longtemps. En octobre 95, j'ai envoyé une lettre à l'APA. Et j'ai reçu 2-3 jours plus tard une lettre charmante, gentille de Michel Vanet qui est là. Merci Michel. Et j'ai répondu, je vais oser confier ma vie à l'APA. J'ai envoyé mon texte. Et j'ai pas attendu un an, peut-être quelques semaines plus tard. J'ai reçu une lettre et un écho de Chantal Chaveria Dumoulin qui m'a bouleversée. J'étais vraiment de me sentir comprise. C'était une grande, grande émotion. Vraiment. Je me souviens. J'ai répondu à sa lettre avec une très grande lettre. Quand j'ai lu sa lettre, j'ai fait dans mon ordinateur, je dis mais quand même j'ai répondu sur 4 ou 5 pages. Bon, je me dis c'est tous les gens qui font des échos reçoivent des lettres comme ça. Je ne sais pas. Mais enfin j'étais pleine d'enthousiasme. Et puis je me suis dit bon je vais aller quand même aux manifestations de l'APA en mars 1996. Je suis venue donc à l'Assemblée Générale et à la table ronde. C'était, je me souviens, c'était à la Cité universitaire, dans la Maison internationale. Et j'étais très intimidée, mais ma timidité est partie lors du repas de midi, parce que je me suis trouvée à une table avec des femmes. On a commencé à discuter. Alors c'est ça qui est formidable à l'APA, c'est que la communication se fait tout de suite. C'est vraiment formidable. Et donc, j'étais ravie. Je vais continuer. Et puis, il y avait la table ronde qui m'a impressionnée par la qualité intellectuelle. Alors non seulement il y avait le côté affectif, mais il y avait le côté intellectuel, un enrichissement formidable qui a continué et qui continue. Voilà. Bon, merci Françoise. Alors je vais donner la parole à Michel maintenant, donc, qui était là à la naissance de l'APA autour du berceau. Et je lui ai demandé aussi de partager avec nous son témoignage sur les contacts qu'il a eus avec certains déposants. Donc de parler non seulement en tant que déposant, mais aussi de ses contacts avec les déposants. Oui, merci. On évoquait Chantal Chaveria Dumoulin, on évoquait Jujurieux. Tout commence à Jujurieux, qui est une petite ville à côté d'Ambérieu, parce que Chantal Chaveria était native de Jujurieux et Charles Juliet aussi, qu'elle connaissait. Et moi, je connaissais Charles Juliet. Donc, j'ai rencontré Chantal lors d'une réunion qu'organisait Charles Juliet, le grand auteur du journal, de son journal, oui, personnel. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Chantal. Et ensuite commence l'histoire de l'APA, de la rencontre Chantal-Philippe. Enfin, on anticipe sur les 30 ans, là, peut-être. Enfin, tout commence à Jujurieux, à 14 km d'Ambérieu. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai déposé des textes à l'APA. C'est une manière, oui, Claudine, de raconter mes contacts avec les déposants d'alors. Je me revois à la Grenette, donc, la bibliothèque d'Ambérieu, dans laquelle j'étais bibliothécaire, et qui accueillait l'APA. Je me revois ouvrant le courrier le matin, plongeant dans le vivier des journaux et des écrits de vie.
Les vies s'offraient dans des enveloppes de papier craft armées pour les défendre. D'autres s'abandonnaient dans des enveloppes en papier mou, réparées par la poste au scotch jaune. Pendant toutes ces années, j'ai ainsi découvert l'extraordinaire gisement des écrits personnels, leur diversité, les différentes motivations de dépôt et les stratégies de transmission. Je pense à ce grand-père qui avait dédié à chacun de ses petits-enfants une tranche de sa vie. Pour Pierre, mon enfance. Pour Paul, les années 40-45, etc. Je pense aussi à ce dépôt sur lequel j'avais collé une reproduction du sarcophage étrusque du Louvre. Vous savez, avec ce geste de tendresse des époux. Je vous confie mon journal, disait la lettre d'accompagnement, parce que le détruire me serait trop douloureux. J'y joins aussi celui de mon défunt mari, que je ne peux plus relire parce que je deviens aveugle. J'ai découvert aussi, c'est plus léger, ce qu'était un corps construit d'écriture, comme dit Philippe Lejeune du journal. Je pense que tu l'appelles ainsi, un corps construit d'écriture. Un jour que nous étions à Genève pour une manifestation apaïste, j'avais naïvement accepté la demande d'une genevoise de l'APA qui voulait nous confier son journal. Elle désirait, disait-elle, l'éloigner d'elle et changer de peau. Elle nous proposait de venir le chercher chez elle. Nous sommes donc allés à pied dans les ruelles du vieux Genève. Son journal était un journal d'analyse, calé dans un carton à bananes marqué 40 kilos. Je l'ai transporté tant bien que mal sur une épaule jusqu'à ma voiture. Ce jour-là, j'ai compris ce que pesait un corps d'écriture. C'est qu'avant, je ne savais rien du journal, des écrits personnels. L'APA m'a tout appris. Et chaque matin, c'était une découverte. On en a fait des cartes postales même. Je pense à Marinette, qui avait écrit sa vie de femme mariée en noir et blanc, tapuscrit, et puis après la séparation, sa vie de divorcée en couleur. Un stylo de couleur. Marinette encore, qui chaque année relisait son journal et en faisait un calendrier coloré avec des codes couleurs. C'était étonnant, hein, donc on a toujours la carte postale, hein, Florent, je pense. Par exemple, jaune pour les pensées de la mort, délivrance, des rayures sur certaines périodes pour dire ses mots d'oreille, etc., toutes sortes de codes qu'elle avait inventés. Il y avait aussi des visites de déposants, des visites de déposants qui venaient de fort loin parfois remettre en main propre un témoignage précieux. Telle cette vieille dame qui est venue déposer le carnet de confession de son père tenu lorsqu'il était jeune homme. C'était la liste des péchés d'un adolescent qui, voulant mener une vie d'homme entier, avait fini par s'enfuir du séminaire. Son père, disait-elle, n'avait pas détruit ce carnet, ce qui l'autorisait à le transmettre à Lapin. Voilà, j'en arrive à mon dépôt. Oui, c'est le sujet. C'est plus tard que j'ai retrouvé une liasse de lettres de ma main dans le tiroir de ma mère après son décès. C'était des lettres de vacances. Elles avaient été écrites dans ma 20e année et les années suivantes. J'en ai fait un livret photographique. J'ai agrandi le texte des illustrations pour en faire des pages de texte. Enfin bref. Et j'ai écrit une préface qui expliquait et complétait les lettres, qui expliquait surtout que je pratiquais dans ces lettres ce qu'on appelle en broderie le Richelieu, c'est-à-dire des trous avec des contours brodés. Je brodais beaucoup parce que ces lettres avaient un caractère un peu public. Elles étaient lues aux clients du café tenu par mes parents lorsqu'ils demandaient de mes nouvelles. Mes rencontres, mes expériences, ils sont à demi-mot. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à les retranscrire, à les commenter en bouchant les trous, et à faire ainsi œuvre d'autobiographe respectant le pacte, naturellement. Et je les ai déposés à l'APA qui m'avait tellement donné, et à qui j'ai voulu donner aussi un peu de moi. Voilà les raisons de mon dépôt.